Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer le cours concernant les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, on commence par l'étude d'une onde sinusoïdale à l'aide d'un stroboscope. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une onde sinusoïdale et qu'est-ce que ça veut dire un stroboscope? Donc, une onde progressive sinusoïdale est une onde progressive périodique telle que l'élongation de la source est une fonction sinusoïdale de temps. C'est-à-dire que l'élongation du point S varie en fonction de temps selon une fonction sinusoïdale. Y égale AX A cosinus oméga t plus phi ou y égale a cosinus 2p sur t plus phi. Donc là, l'élongation est sinusoïdale et aussi l'aspect du milieu et se forme d'une onde, se forme d'une fonction sinusoïdale. L'aspect de l'onde, l'aspect du milieu se forme d'une fonction sinusoïdale. Un stroboscope, un appareil qui émet des éclairs très brefs, séparés d'une durée TE constante et réglable. Il permet d'étudier un mouvement périodique rapide. Donc TE, la durée TE, c'est la durée entre deux éclairs successifs. Donc passons maintenant, pourquoi utilise-t-on un stroboscope? Donc lorsque un solide ou un mouvement ou un phénomène est très rapide, donc on ne peut pas différencier les positions. Par exemple, dans ce cas, on ne peut pas différencier les positions du point mobile à chaque instant. Deuxième exemple, par exemple, le mouvement de la tige. Donc, on ne peut pas différencier les positions ou on ne peut pas suivre le mouvement de la tige. Donc, il est préférable d'utiliser un stroboscope pour déterminer les caractéristiques d'une onde périodique. Exemple, principe de stroboscope. Donc, on a un disque en mouvement dans ce sens. Ce disque contient une tache colorée. Donc, c'est le premier cas, c'est la période de rotation du disque est T et la période du stroboscope TE. Si les deux périodes sont égales, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsqu'on dirige le stroboscope sur le disque, à un instant T0, on observe la tache à cette position. Donc, le deuxième éclair, après une période TE, donc dans cette période TE, le disque a effectué un tour complet. Donc, on observe la tache à la position initiale. Et après le troisième éclair, on observe la tache à sa position. Donc, à chaque fois que la lumière est dirigée vers le stroboscope, le disque, la même durée, on retrouve le disque à sa position. La même chose, CTE égale 2T, c'est-à-dire que la durée entre deux éclairs est égale 2 fois la période de rotation. C'est-à-dire, lorsqu'on dirige ou la durée entre deux éclairs successifs, cette durée est suffisante pour que le disque effectue 2 tours complets. Donc, lorsqu'on dirige la lumière vers la tache, on observe une tache à cette position. L'éclair, le deuxième éclair, on retrouve la tache à sa position. Le troisième aussi, on retrouve la tache à sa position. Donc, la tache a effectué 2 tours et revient à sa position. Donc, pour nous, il apparaît que la tâche est mobile. De même, si TE égale 3T et en général, si TE égale 4T, on observe la tâche immobile. Donc, en général, si TE égale 4T, on observe une immobilité apparente du milieu. Donc, si on observe un milieu immobile, on peut déterminer la longueur d'onde entre deux points successifs ou deux sommets successifs.
passons maintenant à une conclusion. Donc, pour des valeurs de la fréquence des éclairs du stroboscope, NE égale N sur K, ou TE égale K fois T, on observe une immobilité apparente du milieu. Donc, on observe une immobilité apparente. Donc, le milieu apparaît immobile. Donc, lorsque TE égale K fois T, c'est où NE égale N sur K. NE, la fréquence du stroboscope, N, la fréquence de l'onde, TE, la période de stroboscope, et T, la période de l'onde, TE, la période du stroboscope. K, un entier, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, la valeur minimale de TE pour observer une immobilité apparente, c'est lorsque K égale 1, donc TE égale T. Donc, la valeur minimale pour observer une immobilité apparente, la valeur minimale de la période de stroboscope est égale à la période de l'onde. Passons maintenant à le phénomène de diffraction. Donc, la diffraction d'une onde correspond à la modification de la direction de propagation de l'onde lorsqu'elle passe au voisinage d'un obstacle ou d'une ouverture. Donc, l'onde a changé la direction de propagation lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle. Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué lorsque l'ouverture est de petite dimension. Lors du phénomène de diffraction, l'onde diffractée garde la même longueur d'onde et la même fréquence que l'onde incidente. Donc, lambda de l'onde incidente égale lambda de l'onde diffractée. L'onde diffractée, c'est l'onde après l'obstacle. Lambda de l'onde après l'obstacle est égal à lambda de l'onde avant l'obstacle. La condition d'avoir une diffraction par une ouverture de largeur A est que A doit être inférieur ou égal à lambda. Deux schémas représentatifs. Donc, si la largeur A de l'ouverture est très supérieure à lambda, on observe une onde diaphragmée. Donc, pas de changement de direction de propagation. Donc, si la largeur A est très petite, la largeur A est inférieure à lambda, on observe une onde diffractée. C'est-à-dire la direction de propagation est changée. Donc, l'onde incidente a des directions parallèles. L'onde après l'ouverture a des directions qui se coupent en un point se trouve à l'ouverture. Donc, l'ouverture se comporte comme une source virtuelle. L'ouverture se comporte comme une source virtuelle. L'écart angulaire θ. Donc, l'écart angulaire θ entre la direction principale de l'onde avant l'ouverture et les bords de l'onde diffractée. Les bords de l'onde diffractée. Les points affectés par l'onde réfractée. L'angle θ exprimé, cet angle θ est exprimé en radians. Elle dépend de la longueur d'onde et la largeur de l'ouverture. L'expression de θ, l'angle θ, voilà, l'angle θ en rouge, l'angle θ entre la direction principale et les bords, les frontières de l'onde diffractée, égale lambda sur A. Lambda sur A. Lambda et A en mètres, θ en radians. Passons maintenant au phénomène de dispersion des ondes. Un milieu est dispersif si la vitesse de l'onde dans ce milieu dépend de la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la vitesse change lorsqu'on change la fréquence, alors ce milieu est dispersif. Si la vitesse est indépendante de la fréquence, ce milieu n'est pas dispersif. Une remarque: l'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. L'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Une autre remarque: un milieu dispersif peut être dispersif pour des ondes et non dispersif pour d'autres ondes. Enfin, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.